Richard, bonsoir. Bonsoir. Bravo pour cette enquête que vous avez réalisée. On l'a entendu, aux États-Unis, un tiers des personnes disculpées par des expertises ADN avaient avoué un crime qu'elles n'avaient pas commis. C'est quand même terrifiant comme chiffre. Oui, c'est terrifiant. Et puis donc on imagine le nombre d'innocents qui sont encore aujourd'hui derrière les barreaux. C'est un double problème. Des innocents sont derrière les barreaux et des criminels sont en liberté et ne sont pas recherchés. Donc en termes de société, c'est une catastrophe absolue. Est-ce que cette méthode, la RAID, est encore largement utilisée aux États-Unis? C'est la pratique habituelle? Elle l'est, mais elle est aussi de plus en plus contestée dans certaines parties des États-Unis. C'est aussi une firme, la firme Reed, que nous avons contactée, nous a fait savoir qu'elle tenait compte aussi de ces cas de fausses confessions, qu'elle adaptait sa méthode aujourd'hui et qu'aujourd'hui, sa nouvelle méthode mise à jour allait prévenir de ce genre de dérapage-là. Mais ça reste une méthode et une façon d'envisager l'interrogatoire qui reste majeure aux États-Unis. Oui. Vous êtes toujours en contact avec Lamar, avec Juan, avec Ada? Oui, avec tous les trois. C'est trois personnes qui sont, je pense, brisées pour le reste de leur jour parce qu'elles ont évidemment perdu confiance dans la société puisqu'ils ont été accusés à tort et ils ont été forcés d'avouer un crime qu'ils n'avaient pas commis. Ils ont vécu vraiment l'enfer, surtout Juan Rivera, incarcéré pour le viol d'une mineure dans une prison à Chicago. Et même si certains d'entre eux ont obtenu réparation et plusieurs millions, ça ne changera rien dans leur capacité, dans leur quotidien. Aujourd'hui, ils ont perdu cette confiance-là. Et en même temps, leur libération est un véritable espoir pour ce réseau d'avocats qui se mobilise aux États-Unis et ces innocents qui sont encore en prison. Est-ce que tous les trois sont à l'image de ceux qui sont victimes justement d'extorsion, de faux aveux, des personnes plutôt fragiles, plutôt en difficulté, parfois minoritaires ou pas? Oui, c'est toute la violence du système judiciaire américain, c'est qu'effectivement, moins on est éduqué, ou plus on est pauvre, plus on est exposé à ce type d'injustice fabriquée par le système policier lui-même. C'est ce que dit le psychiatre à un moment donné dans le film. L'innocence expose finalement à ce type de danger-là. C'est parce qu'on est innocent qu'on ne prend pas un avocat, c'est parce qu'on croit dans l'administration de la justice que justement on peut se laisser avoir par quelqu'un qui représente l'autorité et qui a le droit de mentir. Donc c'est un système complexe et puis je pense qu'on en discutera tout à l'heure avec le système du guilty plea qui ne fait que aggraver finalement la situation. On va parler bien sûr. Julie Braffman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste chargée de la rubrique Justice au quotidien Libération, auteur de ce très bon livre Vertige de l'aveu aux éditions Stock. C'est absolument passionnant. On le disait en commençant, notre justice a elle aussi parfois accusé ou condamné sur la base de faux aveux. On se rappelle de l'affaire Diels, de l'affaire Roman par exemple. Oui, quand on regarde, alors nous, en tout cas, je crois qu'on est à 11 le chiffre des erreurs judiciaires qui sont en tout cas reconnues par la justice. Donc c'est très peu, mais si on prend déjà parmi ces grandes erreurs judiciaires françaises, celles qui tiennent à des faux aveux, c'est une bonne partie de ce chiffre-là. Vous l'évoquiez, Patrick Diels par exemple, Marc Machin, donc les faux aveux, ça existe aussi en France. Et c'est vrai, quand on voit l'histoire de cet homme accusé à tort du meurtre de cette jeune fille, ça rappelle effectivement l'affaire Richard Roman. Oui, alors donc là c'était qui nous renvoie un peu plus dans un passé criminel un peu plus lointain, dans les années 80, qui est un homme donc, qui a été accusé du meurtre d'une petite fille dans un petit village des Alpes de Haute-Provence, et qui en est venu à avouer le crime au terme d'une longue et assez violente garde à vue en l'occurrence. Et il finira, si je résume, il finira par être acquitté, mais non sans avoir donc endossé ce crime. Et il faudra un procès pour arriver à son acquittement. Et quand on pense à l'affaire Patrick Diels, effectivement, c'est ce que vous disiez, c'était un garçon qui était plutôt en difficulté, plutôt fragile. Oui, alors Patrick Diels, c'est encore plus frappant. Enfin, sur la difficulté, Patrick Diels, c'était, je crois qu'à l'époque des faits, quand il a été interrogé, il avait 16 ans. Il le raconte d'ailleurs très, très bien lui-même dans son livre, et puis plus tard quand il a été entendu dernièrement par la justice, où il raconte comment il était un enfant assez fasciné par l'autorité, qu'il avait un rapport face à l'uniforme, face à l'interrogatoire, une volonté de bien faire et de faire ce qu'on attend de lui, en l'occurrence de dire ce qu'on attendait de lui. Et ça le mènera, il faudra 17 ans de combat pour qu'il arrive à faire machine arrière de ces aveux-là.
Général Lecouf, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes chef de la police judiciaire de la gendarmerie. Est-ce que, comme les États-Unis, donc, qui ont leur méthode d'interrogation dont on a parlé, la méthode RAID, nous aussi, on a une méthode d'interrogatoire qui est consignée dans un manuel ? Alors oui, la gendarmerie a mis au point une méthode d'interrogatoire il y a une quinzaine d'années, lorsqu'on s'est reposé la question, suite à différentes affaires, de la façon dont on devait traiter, en particulier, les personnes suspectes. Et en quoi ça consiste, cette méthode, elle est très éloignée de ce qu'on a pu voir dans le documentaire, qui s'apparente plus, pour moi, quasiment à de la manipulation. Aux États-Unis, vous voulez dire ? Aux États-Unis, qu'à une véritable méthode d'interrogatoire. Notre méthode, celle qu'on va apprendre, qui s'appelle Progrès, on s'est inspiré de méthodes canadiennes qui ont été développées en particulier par la Sûreté du Québec, la police du Québec et des psychologues locaux. C'est une méthode qui est basée sur le fait d'essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour amener les personnes interrogées, en particulier les suspects, à se rapprocher de la vérité. C'est une méthode qui consiste à bien préparer ces auditions, en particulier en choisissant qui va interroger la personne, dans quelles conditions, dans quel lieu, dans quel ordre on va poser les différentes questions qu'on a. Une des grandes différences aussi que je vois par rapport au documentaire, c'est que nos enquêtes criminelles, désormais, et depuis des affaires célèbres, sont basées non pas seulement sur la religion de l'aveu, mais aussi beaucoup sur la preuve matérielle, sur le travail de police technique et scientifique. Oui, parce qu'on a vraiment l'impression que l'aveu, ça reste quand même la valeur essentielle. C'est un élément forcément important, ne serait-ce qu'en termes de réparation pour les victimes. Il ne faut pas oublier qu'on travaille dans l'intérêt des victimes et que ces victimes, elles ont besoin à un moment d'entendre celui qui leur a fait du mal, de quelque façon que ce soit, reconnaître son crime. Donc l'aveu, ça conserve une valeur réparatrice fondamentale. En revanche, on voit des personnes condamnées sur des preuves scientifiques sans qu'elles aient avoué. Dans des affaires récentes qui ont défrayé la chronique l'année dernière, du côté de l'Isère ou de la Savoie, je fais référence évidemment à l'affaire de la petite Maëlys, on a vu que les aveux ont été provoqués, en fait, amenés par toute une série de preuves scientifiques qui ont été apportées les unes derrière les autres, jusqu'à contraindre le suspect principal à reconnaître ces crimes. Donc on voit bien que dans la méthode d'enquête qu'on va construire, on va construire une méthode d'enquête qui ne repose pas que sur l'interrogatoire. L'interrogatoire est important, évidemment, l'interrogatoire du suspect, mais aussi nos méthodes s'appliquent à l'interrogatoire d'un témoin, l'audition, comme on dit, d'un témoin, ou l'audition d'une victime aussi, qui apporte des éléments importants. Donc, nos méthodes, elles sont pas uniquement dirigées sur le suspect, mais elles sont évidemment différentes. Quand on va interroger une femme victime de violence, on va pas l'aborder de la même façon qu'un suspect ou que la même façon qu'un témoin, une concierge qui a vu quelque chose. Mais à chaque fois, on est dans une relation humaine, dans quelque chose qu'on doit installer pour s'approcher de la vérité. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on voit effectivement dans votre document, c'est qu'on est quand même assez loin de la relation humaine. J'ai bien compris cette technique, c'est plus d'essayer, avec une certaine empathie, d'essayer que le suspect explique éventuellement pourquoi, comment, pour quelles raisons. C'est ça, il y a un peu de... Alors, il y a effectivement, l'idée c'est avec de l'empathie et aussi sur la base... Parce que souvent, les gardes à vue chez nous des suspects arrivent à un moment de l'enquête où on a accumulé un certain nombre de questions sur lesquelles on a, dans des questions d'emploi du temps, dans des questions de présence des uns et des autres à tel endroit, des questions qui se posent avec des choses qu'on a besoin d'expliquer. Et donc, on met régulièrement le suspect face à une interrogation en lui disant qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, etc. Sachant qu'on a des éléments qu'on ne lui divulgue pas forcément, mais qui viennent à l'appui ou contredire
l'histoire ou la façon qu'il nous raconte. Donc, et l'idée, c'est aussi de recueillir des éléments qui nous permettent parfois de confondre quelqu'un et de démontrer qu'il est en train de nous raconter une histoire qui n'est pas la vérité. Et alors justement, est-ce que pour ça, on l'a vu là dans ce document, et ça paraît quand même assez choquant, les policiers ont le droit, officiellement, de mentir, ils ont le droit. En France, vous avez le droit ? Non, en France, d'apporter une fausse preuve Non, le code de procédure pénale est très clair. Il est basé sur un principe de loyauté de la preuve et de loyauté dans les échanges, d'honnêteté dans la preuve, qui fait qu'un policier ou un gendarme français n'a pas le droit délibérément de mentir pour amener un suspect à dire ils bluffent quelque chose. Et même si vous n'avez pas le droit, est-ce que dans la réalité, voilà, dans l'intimité de l'interrogatoire, il vous arrive de sortir un peu de ce sentier officiel pour mentir ou pour bluffer ou pour... Alors, je ne dirais pas que mentir et bluffer ne sont pas deux choses pareilles. Oui. Je ne veux pas faire un parallèle avec le poker, trop important. Mais au poker, quand vous bluffez, vous ne révélez pas votre jeu. D'accord. Donc, ni vous donnez un élément, mais vous laissez penser des choses, peut-être, mais c'est la personne en face qui interprète votre attitude. En aucun cas, vous mentez. Vous ne dites pas j'ai 3 as ou j'en ai 2. Voilà. Donc, on est parfois dans un jeu. Vous n'arrivez pas avec un CD en disant subtil. c'est une caméra de surveillance qui vous a filmé, voilà, la preuve est là, alors que ça n'existe pas. Non. D'accord. Ça, on n'a pas le droit de le faire et ça serait couché sur procès verbal. Je rappelle aussi qu'en France, par rapport au système américain, il y a 2 choses qui me paraissent essentielles à relever. La première, c'est la présence d'un avocat. Oui, on va y revenir, ça. On va y revenir dans quelques instants parce que c'est un changement dans les auditions qui est quand même important. Dès la première minute de l'audition. Bien Donc, sûr. quand on interroge, nous, un suspect, l'avocat est assis à côté de lui. Ouais. On va y revenir, Donc, justement. voilà. Ça. Et puis la deuxième chose, c'est aussi le double regard, puisque en France, les magistrats, en particulier ceux du parquet ou les juges d'instruction, ont un regard sur l'enquête. Ce sont des magistrats qui ne font pas que juger, mais qui recherchent la vérité et qui dirigent les enquêtes de police judiciaire. Et ce double regard enquêteur-magistrat me paraît quelque chose d'important pour réussir à approcher la vérité. Sylvain Cormier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Lyon. Vous avez créé en 2013 Innocence Project France, une organisation qui est déclinée de celle des États-Unis qu'on a vue dans le documentaire. On va en parler, mais déjà, vous aviez envie de réagir. Oui, alors il est tout à fait exact que le Code de procédure pénale prévoit que les enquêteurs soient loyaux. C'est une obligation pour eux. Mais en fait, pendant la garde à vue, on peut pas vérifier qu'ils le sont vraiment. Et le bluff, voire le mensonge, est incontrôlable. Qu'est-ce qui empêche un enquêteur de prendre à partie un gardé à vue en disant ton petit copain, à la pause café ou pendant une cigarette, ton petit copain est en train de balancer sur toi et te dire des choses terribles et essayer de monter les uns contre... C'est des choses que j'ai connues. Et c'est une séquence où la défense n'est pas forcément présente, on n'est présent que pendant les auditions et surtout on n'a accès à rien. Donc on ne sait pas du tout... Moi, j'ai eu des gardes à vue qui m'ont dit, voilà, l'enquêteur m'a dit qu'il y avait ci, qu'il y avait ça, et nous, on est absolument dans l'incapacité de prévoir ça. Donc, je pense qu'il y a cette réserve pratique à garder à l'esprit. Si c'est un mensonge, effectivement, c'est interdit. Alors qu'aux États-Unis, c'est clairement autorisé. Non, c'est interdit. Disons qu'on peut vous le savez, maître, on peut casser une garde à vue si l'avocat réussit à démontrer que l'enquêteur ont fait preuve d'un manque flagrant de loyauté dans l'obtention d'un élément de preuve. Oui, mais on aurait des difficultés à prouver ce qu'on avance. J'aimerais qu'on avance sur votre organisation. Donc, c'est décliné effectivement de ce qu'on a vu dans le documentaire. Il s'agit de quoi exactement ? Alors, nous, on s'est complètement inspiré de ce projet américain fabuleux, qui au départ est un projet français en réalité, qui date de 1786, qui s'appelait l'Association de bienfaisance judiciaire. Et je l'ai su par les Américains. Ils connaissent mieux cette association que nous-mêmes. D'accord. C'est vraiment une histoire franco-américaine, cette affaire. Et cette association réunit des étudiants en droit, leurs professeurs, des avocats, des policiers, des juges à la retraite, des procureurs, qui vont aider des personnes qui sont condamnées définitivement, qui sont oubliées par le système et qui sont oubliées dans leur vie tout court. Quand vous avez passé un circuit, une enquête criminelle, une condamnation, tout le monde vous tourne le dos à peu près, surtout que vous êtes accusé de choses horribles.
et qui lutte pourtant, qui clame toujours être innocent. Et c'est à ce moment-là que cette association entre en action. Donc on a décliné ça en France, on s'appelle aujourd'hui programme Innocence France, parce qu'il y a un réseau européen qui s'est construit en association avec le réseau américain, et on s'est lancé dans ce défi. Et alors justement, est-ce qu'on a une idée du nombre d'accusés à tort innocents en prison ou libérés ? Alors, par principe, on ne sait même pas, et on ne parle pas d'erreurs judiciaires, de gens qui ont été enfermés à tort et qui ont été innocentés. On ne connaît pas exactement ce chiffre. Le ministère de la Justice est incapable de le donner. On sait qu'il y a à peu près 1000 personnes par an qui ont été libérées par une décision judiciaire après avoir été innocentées. Mais ça ne comprend pas... Et même parfois avant l'incarcération ? Et voilà, et ceux qui ont été libérés avant le procès... parce que le juge d'instruction commençait à avoir des doutes sur la culpabilité de la personne, ceux-là ne sont pas comptabilisés. Mais alors sur les erreurs judiciaires proprement dites, par définition, il y en a il y en a une grosse dizaine depuis 1945 qui ont été officiellement reconnues, mais tout reste à faire Et il y a combien de demandes pour votre organisation par exemple par an ? Nous, on a été effarés parce que, pour vous donner une idée, dès la première année de la création du projet, j'avais regardé le nombre de dossiers qu'on avait reçus et c'est à peu près similaire au nombre de dossiers que reçoit la Cour de révision. On était à plus d'une centaine de dossiers dès la première année. Donc c'est colossal. Alors on va parler effectivement de ces lois qui ont changé un peu les règles de la garde à vue. On le disait, l'avocat doit être présent, peut être présent aux côtés de son client dès le début de son placement en garde à vue. C'est donc un rempart absolu ou pas ça ? Non, c'est pas du tout un rempart absolu. On est présent et ça c'est vrai que je trouve que c'est un vrai progrès, y compris d'ailleurs pour les services enquêteurs. Absolument. C'est un vrai confort de travail pour eux. J'ouvre une parenthèse. La garde à vue sans avocat permettait à la défense, au procès, de dire écoutez, tout était possible, les manipulations, etc. Aujourd'hui, on va dire mais vous étiez là, maître. On est une caution aussi, d'une certaine manière. Mais vous arrivez en connaissant bien le dossier On ne connaît rien. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce que les enquêteurs savent. Et on assiste qu'à une audition. Et on écoute des questions qui sont posées. On n'a pas, évidemment, ça c'est normal, le déroulé de la logique des enquêteurs. On ne sait pas où ils veulent en venir. Donc, on évite que ça dérape pendant l'audition. Mais n'oublions pas qu'on ne dort pas, évidemment, avec le gardé à vue. On ne prend pas ses repas avec lui. Et donc, tout est possible dans ces séquences-là aussi. Et il y a des exceptions ou pas ? Est-ce que l'avocat peut ne pas être proposé à côté, j'imagine, en cas, par exemple, de terrorisme, c'est prévu aussi ? Alors, il existe en terrorisme, en matière de trafic de stupéfiants, de grand banditisme, il y a tout un tas de règles qui permettent de différer l'entrée de l'avocat dans le circuit, parfois très, très largement. Général, ça, sans discours très classique, ça n'a pas gêné certains enquêteurs de voir arriver un avocat et de plus être tranquille, en gros, pour faire l'interrogatoire ? Alors, honnêtement, moi, j'ai connu les temps où on faisait des gardes à vue sans avocat. Et c'est vrai qu'au moment où l'avocat s'est imposé, alors il a été progressif, puisqu'il est arrivé après la 10e heure et puis après la première heure. Enfin bref, ça a été un peu un mouvement. Et c'est vrai que du côté des enquêteurs, le premier réflexe, ça a été de se dire on va perdre un avantage qu'on avait, entre guillemets, de pouvoir... Et puis finalement, on a un petit peu modifié nos méthodes d'enquête qui font qu'on a un certain nombre d'éléments matériels qu'on a maintenant avant la garde à vue. Avant, peut-être que certaines gardes à vue étaient prises un peu rapidement. Mais en même temps, si l'avocat dit à son client ne répondez à aucune question, ça vous bloque complètement, quoi. Le droit au silence existe. Il est aussi pris en compte par les juridictions. Quand un gardé à vue ne veut pas s'expliquer sur rien, et rarement les avocats conseillent complètement le droit au silence, parce qu'ils savent que c'est aussi potentiellement quand même démontrer qu'on a quelque chose à cacher si on veut rien dire. Enfin, ça peut l'être en tout cas, ça l'est pas forcément. Mais donc voilà, ça nous a amené à changer un peu nos méthodes. Maintenant, je crois que tous les OPJ, tous les officiers de police judiciaire sont bien habitués au fait de voir les avocats en garde à vue et ça pose pas de difficultés particulières. Et comme vous le disiez, maître, je pense que c'est aussi une garantie pour les enquêteurs qui parfois étaient accusés à tort d'avoir fait des pressions, etc. Là, l'avocat est là, il peut constater s'il y a des pressions
il peut en faire état après devant le procureur ou le juge d'instruction qui est saisi de l'affaire. Oui. Pour revenir juste un instant sur le documentaire et ce qui se passe dans la garde à vue et dans le temps de l'interrogatoire, ce qui changerait vraiment la donne, et c'est en tout cas ce que nous ont dit les avocats qui se mobilisent au sein du réseau Innocence Project, tout ça, c'est que la caméra, les interrogatoires soient filmés en permanence et dans tous les États. Et je ne crois pas qu'il n'y a pas beaucoup d'États aux États-Unis qui ont autorisé la présence d'une caméra et d'une vidéo pendant l'interrogatoire. Mais ça, ce serait vraiment une vraie façon efficace de lutter contre ce type de dérive, d'avoir la preuve qu'un officier a menti à un prévenu pendant l'interrogatoire. Mais là, il y a encore des gros blocages dans le système judiciaire et policier américain. Alors ça, en France, ça existe aussi maintenant. En France, ça existe depuis 2007. En fait, les gardes à vue, les auditions criminelles sont filmées, ce qui permet de comparer, si nécessaire, la différence entre ce qui peut être retranscrit sur un procès verbal et ce qu'a pu dire la personne lors de la garde à vue ou de voir le dérouler. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'une garde à vue, c'est pas uniquement les interrogatoires, c'est ce que vous disiez. Il y a aussi toute une partie qui se passe en dehors du bureau. Moi, dans le livre, je racontais par exemple la garde à vue d'un truand avec le policier qui raconte comment en fait tout ce qui se joue d'intéressant dans la relation, dans le huis clos, dans la pression, dans la façon dont il mène les interrogatoires se passe dans son bureau entre les interrogatoires et finalement en dehors de la période et finalement tout ce qui est sur procès verbal, c'est une façon d'acter ce qui s'est joué en coulisses. Alors c'est une garde à vue particulière, mais ce temps-là qui est différent à chaque fois, en fait, il se passe des choses, que ce soit la machine à café devant la pizza sur le canapé, ou c'est aussi un temps qui participe à ce qui va se passer par la suite et où... Mais de votre expérience et de tout ce que vous avez pu retracer comme histoire, ces nouveautés auraient existé. Peut-être que certaines erreurs auraient été évitées. C'est difficile à dire dans la mesure où chaque affaire est tellement différente. En tout cas, moi, les deux exemples que j'ai pris, vous en parliez de Richard Roman. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris une autre affaire de faux aveux qui se passe en 2011, qui se passe après l'arrivée de l'avocat en garde à vue. Donc, sous les yeux d'un avocat qui est assis à côté, quelqu'un va faire de faux aveux. Et la présence de l'avocat, en l'occurrence, n'a rien changé. Après, on ne peut pas dire en faire une généralité, mais ça montre que ce n'est pas non plus un rempart à tout et qu'il suffit aussi qu'une personne soit un petit peu faible, soit dans une position, parce que la garde à vue, c'est quand même, enfin, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est pas une partie de plaisir. Ça dure longtemps, c'est des conditions qui sont quand même, enfin les locaux de garde à vue, c'est des conditions de pression psychologique quand même assez fortes. On se lave pas, on mange à des heures fixes, on dort très peu. Il y a une espèce aussi, voilà, il y a une fatigue qui s'installe, de mise en condition. Ça crée quand même un climat qui, on peut dire, favorise des aveux, souvent nocturnes, souvent des longs interrogatoires. Et en l'occurrence, dans cette affaire-là, la personne a fini par reconnaître par épuisement et face à cette pression-là, parce qu'à un moment, elle s'est dit, voilà, j'en peux plus, je préfère reconnaître, on verra plus tard. Sauf que plus tard... Oui. Je voudrais rebondir là-dessus. Je pense que les faux aveux ne sont pas réservés aux plus faibles d'entre nous. Dans le dossier de Patrick Gils, ils sont je crois qu'ils sont 4 en tout. 4 personnes différentes à avouer, dont un représentant qui travaille dans un consulat, quoi, et qui vient. Donc, le titre du livre Vertige de l'aveu est vraiment bien trouvé parce que c'est fascinant comme on se demande comment on arrive à avouer des faits que l'on n'a pas commis, et c'est un phénomène assez. Alors, justement, est-ce que ces nouvelles mesures, quand même, ça va protéger quand même malgré tout? Moi, je suis assez réservé. J'ai un dossier, par exemple, où je défends quelqu'un, je le découvre après, il avoue. Au sens judiciaire, il avoue. C'est-à-dire qu'il dit, oui, je l'ai planté. On retrouve un couteau dans sa voiture. On se dit, tiens, il a tué la personne par coup de couteau. Et on ne sait pas comment cette personne est morte parce qu'on n'a pas retrouvé son cadavre. Et quand on retrouve le cadavre, on s'aperçoit qu'il est mort de 2 balles d'un 357 Magnum. Donc, au sens judiciaire, c'est un aveu. Il a dit, je l'ai tué. Oui. Mais ce qu'il raconte, c'est pas possible. Il n'est pas mort comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait Pour moi, c'est un faux aveu. Vous voyez, et si on est présent au moment où ça se passe, on n'a pas les éléments pour dire que la personne, pour analyser le côté non pertinent de ce qu'il est en train de raconter. On serait à côté, on écouterait et on découvrirait plus tard que ça colle pas du tout. Ce qui est juste pour rebondir là-dessus, sur l'aveu, ce qui est effroyable aux États-Unis, ce qu'on essaye de montrer dans le documentaire, c'est que les policiers ne sont pas là juste pour obtenir un aveu de « oui, j'ai commis ce crime » ou « oui, j'ai tué avec un couteau ».
Ils veulent une confession détaillée et très précise de comment s'est déroulé le crime. Enfin, ils l'écrivent et le font signer quand même, hein, c'est Oui, ce qu'on voit. Hein. mais c'est 3 pages de récit de ce crime-là. Ce Oui. jour-là, je l'ai tué, j'ai pris cette arme et pas celle-là. Ça. J'ai positionné le corps comme ça, j'ai fait ceci du corps, je l'ai caché à cet endroit-là. Pourquoi j'ai fait ça? Et pour avoir toutes ces informations-là, ils vont polluer, en fait, c'est le vrai terme qu'ils emploient, polluer l'interrogatoire de plein d'informations sur le type d'arme qui peut correspondre à ce que la police scientifique a trouvé sur place, pour qu'ensuite, presque naturellement, Oui, c'est une construction complète. Hein. Voilà, tout soit reconstruit dans un récit détaillé qui est une confession qui va bien plus loin qu'un aveu, quoi. On va regarder tout de suite un extrait du documentaire assez édifiant sur la procédure judiciaire américaine et on réagit après. Aux États-Unis, la meilleure défense pour un innocent est parfois de plaider coupable. Le plaider coupable, une procédure qui permet aux citoyens d'obtenir une peine plus légère, à condition d'assumer immédiatement sa culpabilité et de renoncer à son droit à un procès. Mais ce dispositif se fait souvent au détriment des plus démunis qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Le choix est le suivant. Est-ce que je vais au tribunal en sachant qu'il y a un risque assez élevé pour que le jury me condamne, même si je sais que je suis innocent? Ou bien est-ce que je passe un accord et je plaide coupable et du coup j'obtiens une peine de prison moins longue? Et comme ça, j'aurai peut-être encore un futur devant moi, l'espoir qu'un jour je sortirai de prison. Et beaucoup d'innocents ont finalement décidé de plaider coupable pour éviter d'être condamnés à de lourdes peines de prison, comme nous en avons aux États-Unis. Alors, il faut savoir qu'aux USA, plus de 80% des affaires criminelles ne se jugent pas au tribunal à cause de ce plaider coupable. Pour vous, c'est le naufrage de la justice américaine? Oui, c'est un vrai constat d'échec du système judiciaire, c'est-à-dire que celui qui est innocent sait d'office que devant la justice et devant un jury, il n'aura pas les moyens de prouver son innocence et il préfère plaider coupable pour partir 5 ans en prison versus 40. Et donc pour avoir, comme dit l'avocat, un peu de vie et un peu d'espoir après tout ça. L'idée à la base, c'était de désengorger les tribunaux, d'aller vite. Donc c'est une justice expéditive, c'est même plus une justice, c'est un accord entre 2 parties. Et à l'abri des regards justement de l'autorité judiciaire. Donc c'est un véritable naufrage. Et nous, ça existe, le plaider coupable? Alors, chez nous, il existe pour les affaires moins graves, les affaires correctionnelles. Ah, pas pour les crimes? Pas pour les crimes. Heureusement, je suis pas très fan du plaider coupable. D'abord, on s'aperçoit que ça désengorge rien, parce qu'en fait, on poursuit plus. Il y a des affaires, je suis persuadé qu'elles n'auraient pas fait l'objet de poursuites au tribunal. Mais là, étant donné qu'il existe une espèce d'alternative, un plaidé coupable, donc on renvoie et on s'aperçoit que la chambre des plaidés coupables est saturée, elle aussi, à son tour de dossier, alors qu'il s'agissait désengorger le tribunal correctionnel, qui lui ne s'est pas désengorgé. Mais c'est pour quel type d'affaires ça existe? Alors, c'est des affaires sur lesquelles les peines de prison, ça va, je sais pas moi, de vol, escroquerie, recel, la banalité du droit pénal quotidien, j'ai envie de dire. Ça veut dire que tous les crimes passent au tribunal? Alors en France, il y a un procès pour toute affaire criminelle. Et lorsque les Américains d'Innocence Project sont venus en France, pour eux, c'était vraiment un choc de découvrir ça. Mais ils étaient fortement impressionnés par notre système, alors que nous, on a tendance à le décrire comme sous-équipé, avec peu de moyens, etc. Mais lorsqu'ils ont découvert qu'on avait un procès par affaire criminelle, et que c'était un droit, et que pour eux, c'était quelque chose d'assez fondamental. Pour les affaires donc non criminelles, en France, les enquêteurs incitent à plaider coupable, ou comme on l'a vu là, ou pas du tout? Non, c'est une décision du procureur de la République, qui, au moment de la poursuite, de choisir le mode de poursuite, peut choisir ça s'appelle la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. C'est un petit peu compliqué. Non, mais quand on regarde des séries policières, on entend bien ça. C'est un peu ça, voilà. Donc, en fait, c'est l'idée. Moi, je l'ai vu souvent appliqué par les procureurs quand même sur des délits vraiment relativement bas de gamme, entre guillemets. Jamais quand les affaires ont une certaine importance. Je l'ai quasiment jamais vu dans des affaires d'atteinte aux personnes. C'est-à-dire quand c'est vraiment sur des atteintes aux biens et des choses
Voilà. Et nous, je dirais, c'est pas une décision du tout qui va relever ni des policiers ni des gendarmes. C'est vraiment un choix du procureur. Pourquoi, Brofman, selon vous, la justice a encore besoin finalement d'aveux, alors que la police scientifique a fait de tels progrès, on a tellement d'empreintes, d'expertise ADN, on a tellement de preuves scientifiques. Est-ce que ces preuves peuvent parfois aboutir à des mensonges finalement ou pas? Parce que on sait que l'ADN, c'est 99,99% de certitude. Je pense, sans arriver jusque-là, je pense, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti en travaillant sur le sujet, c'est que je pense qu'on a un besoin d'aveux. Même à l'ère de l'ADN, même à l'ère de la preuve scientifique, on a quand même besoin d'entendre ce qu'on considère comme être la vérité de la bouche du suspect, de l'accusé, parce qu'on considère que c'est la vérité, parce que qui, finalement, et c'est l'antithèse de ce que montre votre film, mais qui irait s'accuser d'un crime qu'il n'a pas commis? Donc on se dit que ce que raconte cette personne ne peut être que la vérité, et finalement ça court-circuite tout ce qui peut être aussi les investigations qui peuvent être très fastidieuses. On a là une réponse tout d'un coup sur un plateau avec un espèce de cachet de l'évidence absolue, puisqu'il le dit, c'est qu'il doit l'avoir fait. Et donc, en fait, du coup, on a ce besoin-là dans l'enquête. Et après, je pense qu'il y a autre chose qui fait référence à ce que vous disiez d'ailleurs au départ, c'est qu'aujourd'hui, la place de la partie civile, la victime dans le procès pénal est beaucoup plus importante. Et que de ce point de vue-là, je pense qu'il y a aussi un besoin d'aveu lors du procès, c'est-à-dire de l'entendre à nouveau dans un processus qu'on considère, et certainement à tort, je pense, du procès comme un moment de réparation ou de catharsis. Et il y a une attente de l'aveu. C'était par exemple dans le cas du procès de Guy Georges, c'était assez frappant parce que tout le monde se rappelle de ce moment emblématique des aveux de Guy Georges qui reste un grand moment de l'aveu en France, alors qu'on a complètement oublié que durant la procédure, il avait déjà avoué en garde à vue, que les cas sur lesquels, je crois, il n'avait pas avoué, il y avait de l'ADN, donc il n'y avait pas vraiment d'enjeu, mais pourtant tout le monde était suspendu à ses lèvres parce qu'il y avait besoin de l'entendre, besoin que ça vienne de sa bouche pour peut-être, c'est la phase d'après qui est le pardon, enfin c'est très judéo-chrétien comme... Et puis en même temps, on se dit que l'ADN, on peut le manipuler finalement, on peut un criminel bien tordu peut apporter l'ADN de quelqu'un d'autre. Oui, il peut y avoir. C'est rare, mais enfin, ça peut arriver. Il peut y avoir aussi des erreurs. Moi, j'ai découvert le problème des pools. Ce qu'on appelle un pool, c'est lorsque une scène de crime comporte peu d'éléments, on va analyser d'autres éléments d'une autre scène de crime dans le même temps. Et il y a eu des cas répertoriés où il y a eu des contaminations. Il peut y avoir des erreurs de manipulation. Et surtout, l'ADN ne vous dit pas comment les choses se sont passées. On peut se dire, tiens, il est coupable, mais comment les choses se sont faites. Et on comprend très bien que pour la recherche de la vérité, on ait envie de rechercher l'aveu, mais l'aveu peut être un piège. Quand Patrick Dils avoue, il fait des aveux extrêmement détaillés. Vraiment, je vous invite à relire le réquisitoire de François-Louis Coste, qui est avocat général sur le procès en révision. Et il explique très bien que le lecteur est pétrifié par ses aveux et ne peut plus penser autrement que Patrick Dils est coupable. Or, il ne l'est pas. Et je pense que l'aveu peut être un piège terrible pour la justice. Oui, juste la façon dont vous parliez tout à l'heure de cette technique française, enfin canadienne, appliquée en France. Si on se dit que la personne avoue en expliquant pourquoi il a fait, comment, etc., ça peut éviter aussi après qu'il se rétracte. Oui, alors l'aveu, le fait d'expliquer comment ça s'est passé, ça peut aussi disculper quelqu'un. Parce que moi, je l'ai vu dans certaines affaires où des gens s'accusent de choses, on en a régulièrement, et quand on les refait expliquer, il y a des éléments qui ne collent pas du tout avec les constatations qu'on a pu faire sur la scène d'infraction, etc. Vous parliez du couteau avec la personne qui est morte par balle, etc. C'est régulièrement des choses qu'on a. Le fait pour quelqu'un d'avouer et d'expliquer la façon dont ça s'est passé, ça permet aussi de confronter non pas un seul élément d'ADN à ce qui s'est passé, mais de refaire un déroulé. Et potentiellement, nous, de retourner faire des vérifications sur une voiture, un déroulé de scène, etc. Qui peut parfois d'ailleurs servir la personne qui nous explique, y compris l'innocent, qui va nous dire ben non, parce que j'ai fait ceci, cela. Parce qu'au moment du procès pénal, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que même cette partie de la garde à vue, c'est une étape
Bien sûr. dans un procès où la condamnation est encore assez loin. Oui. Surtout dans les affaires criminelles où on est à l'instruction, où les instructions durent souvent plusieurs mois, voire plusieurs années, oui. où il y a le procès et la personne n'est condamnée définitivement, en plus qu'après les voies d'appel, mais même que 2 ou 3 ans après. Donc il y a un moment de l'enquête de police, de l'enquête de gendarmerie, où la garde à vue va être un moment effectivement important, de catharsis, etc. Mais on n'est pas du tout au bout du processus judiciaire. Oui, c'est ça, c'est une étape. Journalistiquement, souvent, en sortant d'une garde à vue, on va dire « Ah ben ça y est, machin, il a avoué, donc c'est bon, on a les gros titres qui s'affichent, c'est lui le coupable. Sauf qu'il n'y a toujours pas de procès. Et donc la personne, elle est reconnue coupable que quand elle est passée à la cour d'assises. Donc même s'il y a des erreurs à ce moment-là, et il peut y en avoir, parce que toute entreprise humaine est porteuse à un moment d'erreur, même s'il y a des erreurs à ce moment-là, il y a tout le reste de la procédure qui doit courir avec le rôle de l'avocat, des juges, etc., qui doivent se prononcer sur l'affaire. Est-ce que l'importance de l'aveu, c'est pas aussi quand même ce vieil adage, faut avouer à moitié pardonner, ça tient toujours, ça ? Oui, et en fait, je pense qu'il n'est pas vrai cet aveu. Parce que dans un crime horrible, quand le criminel raconte par le détail ce qu'il a infligé aux victimes, je peux vous assurer que pour les familles des victimes, c'est un moment absolument insupportable et qui incite pas vraiment au pardon, on le comprend. Hein, mais oui, il y a peut-être cette trace judéo-chrétienne, effectivement, dans notre construction judiciaire, forcément. Dans le plaidé coupable, certainement, on retrouve ça dans le fait que l'aveu devienne une espèce de valeur transactionnelle, dans l'idée que en France, si vous reconnaissez avoir commis un fait, vous allez pouvoir discuter d'une peine qui sera certainement plus clémente avec le procureur. Peut-être là-dessus, on peut dire que quelque part, dans ce cadre-là, en tout cas, c'est peut-être pas totalement faux. Et c'est encore une chose qui est terrifiante dans votre documentaire où on voit que ces personnes sont innocentées, qu'on ne cherche malgré tout pas en gros le coupable. En France, quand il y a effectivement des personnes innocentées, on se remet à chercher le coupable ou pas finalement ? Moi, je pense qu'on a le même défaut qu'aux États-Unis. Je pense que, vous aviez raison, toute entreprise humaine crée de l'erreur, et l'erreur, plus elle est grave, plus elle est difficile à reconnaître. C'est comme ça. Et pour moi, l'affaire Diels est un exemple frappant. C'est vraiment au forceps que le procès de Holmes a été obtenu. Et combien d'années après ? Je crois 15 ans après l'innocence consacrée de Patrick Diels. Donc je pense que tous les systèmes judiciaires ont du mal à reconnaître la gravité, l'importance de leurs erreurs. Et je pense qu'on devrait s'inspirer, alors c'est une parenthèse, mais du monde aéronautique. Ariane Espace n'a pas droit à l'erreur. Et pour éviter les erreurs, il faut inciter à tous les niveaux de la chaîne de parler et de dire « là, je pense que je me suis peut-être trompé », etc. Et c'est en faisant ce processus d'acceptation de l'erreur, qu'on puisse en parler sans que ce soit dramatique, qu'on corrige avant de commettre quelque chose qui serait irréparable. Et je crois qu'on devrait s'inspirer de ça. Un enquêteur devrait pouvoir dire « bon sang, à ce niveau-là, j'ai un doute, j'ai obtenu un aveu, mais il y a 2-3 choses qui ne collent pas ». Et on voit que chez nous, dans tous les systèmes judiciaires, mais dans la justice pénale, les choses se cristallisent, s'enquistent plutôt. Merci beaucoup à tous les quatre. C'est la fin de l'émission d'avoir participé à cette émission. Je rappelle votre livre très intéressant, Julie Brafman, Vertige de l'aveu, avec une préface de Maître Dupond-Moretti. C'est aux éditions Stock. Voilà, il sera possible évidemment de revoir le documentaire et ce débat réalisé par Laurent Richard sur le site France TV. Et puis moi, je vous donne rendez-vous le mardi 20 novembre pour une nouvelle émission du Monde en face. Très bonne fin de soirée sur France 5 et à la semaine prochaine. Au revoir.